L'Union européenne. C'est l'une des entités politiques les plus difficiles à comprendre au monde. Mais une question simple revient souvent. Pourquoi l'UE existe-t-elle? Quels objectifs cherche-t-elle à atteindre? Et pourquoi ses membres ne peuvent-ils pas simplement les accomplir seuls? Pour la plupart de l'histoire humaine, si vous viviez en Europe, voici ce que vous voyez en ouvrant votre fenêtre chaque matin. L'Europe a toujours été un continent densément peuplé de centaines, voire des milliers de peuples, cultures et nations différents. Ces pays entraient souvent en conflit, que ce soit pour de ressources naturelles, des territoires ou pour des raisons idéologiques. Les dirigeants agissaient sur l'idée que leurs voisins étaient toujours prêts à les attaquer. Les Européens se voyaient mutuellement comme des ennemis potentiels et non comme des amis. La Première Guerre mondiale n'était rien de nouveau. Ce n'était qu'un autre conflit européen, comme ceux qui l'avaient précédé. Un autre basculement de l'équilibre des pouvoirs. Les guerres napoléennes, la guerre de 30 ans, les guerres d'unification en Allemagne et en Italie, la guerre de succession d'Autriche, la liste est très longue. Mais quand les puissances centrales ont capitulé en 1918, les Européens ont regardé autour d'eux et ont constaté que leur pays était complètement ravagé. Des millions de personnes étaient mortes et les survivants restaient traumatisés. Certains ont commencé à se demander s'il n'existait pas un meilleur système pour l'Europe, plutôt que de laisser des grandes puissances se battre en permanence pour les territoires. La Société des Nations, une sorte de précurseur des Nations Unies, menée par le président américain Woodrow Wilson, était une tentative de construire un nouveau monde basé sur la coopération pacifique et l'autodétermination. Wilson voulait que les peuples ne soient gouvernés que par des gouvernements qu'ils choisissent eux-mêmes. Mais l'Europe n'a pas vraiment pris cette tentative à moitié convaincante au sérieux. Dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Les puissances coloniales voulaient conserver leur territoire d'outre-mer pour rester au sommet de la hiérarchie mondiale. L'histoire s'est répétée lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en 1939, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a de nouveau été totalement dévastée par la guerre avec désormais la menace d'une destruction nucléaire. C'est à ce moment-là que de nombreux Européens se sont dit que ça suffit et qu'il doit sûrement exister une meilleure façon de régler les différences européennes, et que le système actuel ne menait que à la mort et à la destruction. Les 11 hommes sur votre écran sont considérés comme les architectes de l'Union européenne. Pensez aux pères fondateurs des États-Unis, mais pour l'Europe. Chacun a joué un rôle dans la création de l'UE, mais l'un d'eux se démarque particulièrement, Robert Schuman. Schuman était ministre des Affaires étrangères français en 1950. Il avait protesté contre l'occupation nazie pendant la guerre et a failli être envoyé dans un camp de concentration. Il était donc fermement déterminé à instaurer enfin la paix en Europe. Schuman croyait que la seule manière d'empêcher les puissances européennes de se faire la guerre était de lier leur économie, rendant la guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. En 1950, il annonça le plan Schuman, une proposition visant à placer les industries du charbon et de l'acier allemandes et françaises sous une autorité supranationale. La France et l'Allemagne parce que ces deux puissances avaient pratiquement toujours été ennemies. Le charbon et l'acier parce qu'ils étaient les deux minéraux clés pour la fabrication d'armes. Mais il y avait une autre partie dans cet accord. Il n'y aurait pas de tarifs douaniers sur les importations d'acier entre la France et l'Allemagne, et l'autorité centrale investirait dans l'amélioration des conditions de travail des mineurs de charbon. Le potentiel économique du libre-échange attira l'attention des pays voisins. En 1951, la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie signèrent le traité de Paris, créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'institution qui deviendrait plus tard l'Union européenne. Cependant, ce n'était que la première étape. 6 ans plus tard, en 1957, les 6 nations fondatrices décidèrent d'intégrer encore davantage leur économie.
espérant de simuler la croissance économique par le libre-échange et de rendre une guerre encore plus difficile. Ils mirent en place un marché commun et une union douanière, ce qui signifiait qu'il n'y ait plus de tarifs sur les marchandises circulant entre ces pays, et qu'ils adoptaient tous les mêmes tarifs pour les importations venant des pays extérieurs. Si l'Arabie saoudite voulait vendre du pétrole à la France, elle paierait les mêmes tarifs que si elle voulait les vendre à la Belgique. Au fil du temps, les 6 pays ont également accepté d'adopter des politiques communes dans des domaines comme les transports et l'agriculture, les rapprochant encore davantage. L'organisation fut nommée la Communauté économique européenne et prit vie avec la signature du traité de Rome. D'un point de vue économique, la CEE fut un grand succès. Les 6 économies prospéreraient et le niveau de vie augmenta dans tous les domaines. Rapidement, ceux qui étaient en dehors de la CEE commencèrent à la regarder avec envie et voulurent rejoindre le club de libre-échange. Le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande rejoignirent l'Union économique, désormais appelée la Communauté européenne, en 1973, devenant ainsi les premiers États membres non fondateurs à y adhérer. We've been accustomed, during these years and all these arguments, to hear the community described as the common market. I hope this is a habit which we can now abandon. Certainly the unified market is a matter of enormous significance. But it is only the first step which will carry us well beyond the questions of tariffs and trade. For what we are building is a community. We were able to show how in one field after another we could come together as neighbors to achieve by cooperation the many aims which we share and which we could not possibly hope to realize in isolation. Au cours des 2 décennies suivantes, de plus en plus de voisins européens furent attirés par le succès de la CEE et demandèrent à rejoindre. D'abord la Grèce, puis l'Espagne et le Portugal, suivis par l'Autriche, la Finlande et la Suède. En plus de s'entendre, la communauté européenne resserra les liens entre les États membres. La citoyenneté européenne fut établie, un parlement de représentants élus créé, la libre circulation dans l'espace Schengen permise, et la Cour de justice européenne se vit attribuer davantage de responsabilités. En 1993, les dirigeants des États membres signèrent le traité de Maastricht, qui forma officiellement la communauté européenne en Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. La vision de Schuman d'une Europe unie devenait peu à peu une réalité. Mais voilà le passé de l'UE. Qu'en est-il de son présent et quels sont les projets pour l'avenir ? Lorsque la première version de l'UE s'est formée, elle ressemblait à ceci. Un homme vivant à Porto peut se rendre jusqu'en Helsinki sans montrer son passeport ni changer de devise, grâce à l'euro. Une fois arrivé, il peut travailler et y vivre sans visa et bénéficie des mêmes lois de l'UE que tout le monde. Si vous aviez dit ça à un Français en 1940 que cela serait possible, il ne vous aurait jamais cru. L'Europe est trop fragmentée, aurait dit-il. L'Allemagne et la France ont toujours été ennemis. En ce sens, l'Union européenne a été un immense succès. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les pères fondateurs de l'Europe souhaitaient que les États membres soient liés non seulement économiquement, mais aussi militairement. La communauté européenne de défense, qui visait à construire une armée pan-européenne, a été rejetée par l'Assemblée française en 1954. Une constitution pour toute l'UE a été rédigée en 2004, mais a été rejetée par les États membres, inquiets de perdre leur souveraineté nationale. Et l'UE est toujours marquée par le Brexit en 2019, le tout premier État membre à quitter l'UE. Mais au fond, la mission de l'unification de l'Europe et de la prévention de la guerre par la coopération est toujours bien vivante, même si le chemin vers cet objectif est difficile. Alors, pourquoi l'UE existe-t-elle ? L'UE est la manière dont l'Europe rejette les anciens systèmes de relations internationales sur le continent, où les grandes puissances se disputaient chaque ressource possible. L'UE existe pour lier les Européens économiquement, politiquement et peut-être même militairement, afin que les horreurs de la Première et Deuxième Guerre mondiale puissent plus se reproduire et pour que le continent puisse résister à ceux qui cherchent à affaiblir notre souveraineté. Que pensez-vous de la raison d'être de l'UE ? Accomplit-elle son objectif ou faudrait-il qu'autre chose prenne sa place ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like pour voir plus de contenu. À la prochaine!